Bonjour et bienvenue à une autre petite partie de l'histoire ancienne, cours de sciences humaines, 10e année, au Nouveau-Brunswick. Maintenant, pour ici, je vais parler de la société romaine. Comment est-ce que la société romaine était organisée? Donc, la société romaine est très hiérarchisée. Donc, il y a toujours des personnes qui sont au-dessus de d'autres, qui ont plus de pouvoir que d'autres, etc. Et dans cette façon-là de voir, dans cette hiérarchie-là, le père de famille exerce une entière autorité sur sa femme et ses enfants. C'est le père de famille qui contrôle tout ce que la femme et les enfants vont faire, dire, etc. Et dans la société, dans la cité, dans la ville, il y a différentes catégories de personnes. Il y a les hommes libres d'un côté et les esclaves de l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est un citoyen à Rome? Premièrement, un citoyen, c'est lui qui est au centre de la vie publique. Ils ont le droit d'être, de voter. Ils ont le droit d'être élus, donc de se présenter pour être élus. Ils ont le droit de se marier. Et par contre, ils doivent, c'est une obligation, ils doivent servir dans l'armée. Et ça, c'est pour les citoyens. Mais pour être citoyen, au début, tu dois être né d'un père qui est citoyen romain. Ça, c'est si tu étais un enfant d'un père qui est citoyen romain, tu gagnais ta citoyenneté presque automatiquement. Vers 49 avant Jésus-Christ, ça a changé et c'est devenu que tous les hommes libres qui habitent en Italie deviennent des citoyens. Donc, c'est plus juste, tu n'es plus obligé d'être nécessairement né d'un père citoyen. Si tu es considéré un homme libre, tu deviens un citoyen. Et il y avait plusieurs hommes libres qui venaient des autres provinces, que Rome avait gagné par la force militaire. Donc, les personnes étaient, par exemple, dans une province, Rome arrive, prend contrôle militaire de la place, et si tu décides de ne pas te battre contre Rome, tu pouvais devenir un citoyen, parce que tu devenais un homme libre. Si tu te battais, tu devenais un esclave. Donc, c'était vraiment un choix que les personnes faisaient. Une autre chose, une femme ne peut jamais être citoyen. Les femmes étaient que pour être là pour l'homme, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre pour les femmes. Par contre, il y a des inégalités parmi les citoyens. Il y a certains citoyens qui étaient considérés meilleurs citoyens que d'autres. Donc, par exemple, les citoyens qui venaient d'une grande famille bien connue, qui avait beaucoup de pouvoir politique, ça, ces citoyens-là avaient les meilleurs, les meilleures choses de la société. On les appelait les patriciens. On a vu ça en classe, les patriciens, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui arrive avec tout ce qui arrive, avec toutes les choses qui se passent dans la société? La différence, après un certain temps, se fait plus vraiment au sujet de la naissance. Ça veut dire que c'est plus nécessairement à cause de si tu es né dans la bonne famille, mais ça vient avec la richesse. Est-ce que tu es capable d'être vraiment très riche dans cette société-là? Si oui, tu gagnais
de la popularité. Et ceux qui sont pauvres, on les appelle les clients. Okay? C'est le même mot si tu regardes client. Si tu regardes le mot client dans le dictionnaire, comme j'ai dit déjà, c'est customers. Non, mais c'est pas ce terme-là qui est utilisé. On dit vraiment, c'est le nom qu'on donne aux pauvres citoyens. On les appelle les clients. Et ces personnes-là reçoivent de l'argent, de la nourriture, contre des services et le soutien politique à leur patron. Donc, par exemple, si toi, tu es très riche, tu vas aider un autre homme libre qui est plus pauvre, tu lui donnes de l'argent pour différentes choses qu'il va faire pour toi, tu lui donnes de la nourriture et tu lui dis, tu vas voter pour moi. Donc, aujourd'hui, on appelle ça acheter un vote. Right? C'est comme ça que ça se faisait dans le temps. Ce n'était que avec la richesse. Et c'est tout. Maintenant, au niveau de la famille. Le père de famille a le droit de vie ou de mort sur ses fils, peu importe l'âge. Donc, à n'importe quel temps, si ton père trouvait que tu l'avais déshonoré, il pouvait te tuer sans qu'il y ait de problème. C'est assez important. Il y a aussi beaucoup de pères qui avaient des enfants avec leurs esclaves. Et au lieu de les garder, parce que automatiquement, la femme esclave qui a un enfant avec un père de famille, l'enfant se trouverait à devenir citoyen et pourrait acheter sa mère pour la sortir de l'esclavage. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on faisait? Les hommes citoyens prenaient les enfants nouveau-nés et les jetaient dans les dépotoirs publics comme un déchet. Et le bébé pouvait mourir de faim, mourir de froid, si personne les prenait, les accueillait ou voulait les prendre. C'était par contre surtout des filles qui se retrouvaient dans ces problèmes-là avec les dépotoirs publics. Et généralement, les personnes qui allaient chercher ces enfants-là les élevaient jusqu'à un certain temps et pouvaient après les vendre comme esclaves. Donc il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient ça. La femme, elle, est considérée comme un éternel enfant. Donc on ne pense jamais qu'une femme peut avoir la capacité de penser plus qu'un enfant. Quand la femme se marie, elle passe de l'autorité de son père à l'autorité de son mari. Donc la femme qui va se marier, au début, le père décide de tout pour elle, et quand elle se marie, ça devient son époux, husband, qui va décider pour elle de tout ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. On sait que les femmes, dans ce temps-là, aimaient beaucoup se maquiller, aimaient beaucoup se décolorer les cheveux. C'était bien d'être blond. On aimait les cheveux blonds. Donc, si tu avais les cheveux plus foncés, on essayait toutes sortes de choses pour changer, parce qu'il n'y avait pas de coloration
comme on a aujourd'hui, c'était différent, donc on essayait de décolorer les cheveux. La femme, elle, porte une tunique à l'intérieur et comme je vous ai déjà montré en classe, et on recouvre la tunique de qu'est-ce qu'on appelle la stola. C'est une sorte de longue tunique avec une ceinture. Quand elles sortent, en plus de la stola, elles vont porter la palla, qui est une sorte de manteau qu'on peut mettre par-dessus. Pour les hommes, la mode, c'était de se faire couper les cheveux courts et de faire raser la barbe. Donc les cheveux courts, barbe rasée. Et les citoyens de Rome, en général, chez les hommes, right? Tu te rappelles, les citoyens, ça peut seulement être des hommes. Eux portent la toge. OK? Donc, c'est une toge, c'est une sorte de grand tissu de laine qu'ils vont avoir autour d'eux. Ça, c'est pour la mode et qu'est-ce qui se passe dans la famille. Maintenant, un élément important, c'était les esclaves. Les esclaves ou les Romains considèrent les esclaves comme des objets. Ce n'est pas pour eux autres des êtres humains. On peut les tuer sans aucun problème, on peut les marquer au fer rouge, on peut les punir de n'importe quelle façon. Pour eux autres, un esclave, c'est comme un objet. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de rien de ça. C'est des prisonniers de guerre, ou des enfants d'esclaves, ou des enfants qu'on a retrouvés dans les dépotoirs publics, qu'on vend sur les marchés. Au début, on donnait des emplois de travail lourds, comme par exemple, ils travaillaient dans les mines, ils travaillaient dans les grosses fermes, mais c'est devenu de plus en plus rare d'avoir des esclaves parce que l'Empire avait arrêté ses guerres et prenait de moins en moins de territoire. Il était beaucoup plus... il y avait la paix romaine qui était là, donc la paix veut dire que tu n'as plus vraiment de possibilité d'avoir d'esclaves autres que ceux qui se reproduisent. Et à cause de ça, on a commencé à donner des tâches un peu moins difficiles, comme par exemple des pédagogues, des enseignants. Comme j'ai déjà dit en classe, comme enseignant, il y a des fois que je ne suis pas certain qu'on est trop loin de ça. Et aussi, il y avait des gladiateurs. Les gladiateurs sont très souvent des esclaves aussi. Pas toujours, mais souvent. Et un des esclaves romains qu'on a déjà parlé, c'était Spartacus, qui a commencé une révolte, qui a eu des problèmes aussi. Donc, ça c'est un exemple. Maintenant, les esclaves peuvent être affranchis. Qu'est-ce que ça veut dire être affranchi? Ça veut juste dire que l'esclave peut devenir un homme libre. Il peut acheter sa liberté. Donc, si l'esclave est capable de ramasser suffisamment d'argent, il peut demander à son maître combien est-ce qu'il coûte et le maître va lui dire l'esclave peut s'acheter lui-même. Quand l'esclave s'achète, il gagne sa liberté. Maintenant, comment est-ce que la politique fonctionne sous la République? Bon, c'est quelque chose de très simple. Bon, simple ou pas, ça dépend. Excusez. Les citoyens romains, c'est pas tous les citoyens romains qui ont le droit
d'aller dans les comices. Tu te rappelles, les femmes, les enfants, les esclaves n'ont pas le droit de se réunir dans les comices. Donc c'est seulement les citoyens, donc seulement les hommes libres. Et lorsqu'il y a ces assemblées-là, qu'on est ensemble dans les comices, on va élire des magistrats. Et voici comment ça fonctionne. On divise les différentes tâches chez les magistrats. Il y a 3 types de magistrats. Il y a 2 consuls. Ces 2 personnes-là, c'est eux autres qui s'occupent des affaires publiques. Donc, tout ce qui se rapporte aux affaires publiques, c'est des consuls. Par exemple, Jules César est un consul. Il y a 2 censeurs. Les censeurs, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils décident de dresser la liste des citoyens qui peuvent voter et ils peuvent aller au Sénat, et ceux qui n'ont pas le droit d'aller au Sénat, ceux qui ont fait des choses contre la loi. Bref, les 2 censeurs dressent la liste des citoyens selon qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire. Et le dernier groupe, les édiles, c'est eux autres qui s'occupent de faire régner l'ordre, surtout en organisant des jeux publics. Donc, à chaque fois qu'il y a des jeux publics, chaque fois qu'il y a des choses comme ça, c'est les édiles qui s'en occupent. Les censeurs regardent si les citoyens sont capables de faire partie du Sénat ou pas, et les consuls, eux, s'occupent des affaires publiques. Maintenant, il y a une autre section qui s'appelle le Sénat, que j'ai déjà parlé. Le Sénat, lui, est de 600 à 900 membres. Donc, il y a beaucoup de personnes dans le Sénat. Et il se réunit dans la curie sur le forum. J'ai déjà expliqué ces sections-là en classe. Comme je dis, c'est une révision ici. Et c'est composé des anciens magistrats, mais maintenant, ils sont élus à vie. La plupart des personnes qui sont là sont riches. Parce que tu sais que pour être élu, il faut que les personnes votent pour toi. Et si tu es riche, tu payes les personnes pauvres, les hommes libres pauvres, pour voter pour toi. Donc, c'est automatique, les anciens magistrats qui sont maintenant au Sénat, c'est tous des hommes riches. C'est eux qui préparent les lois qui vont être votées par les citoyens. Ils s'occupent des finances. C'est vraiment eux autres qui organisent la République. J'ai déjà parlé un petit peu de notre ami Jules César. Jules est devenu magistrat très jeune, parce qu'il vient d'une famille noble. Il a été consul à 41 ans. C'est quand même pas rien, c'était très jeune pour le temps. En 52 avant Jésus-Christ, il a définitivement battu le chef gaulois Vercingétorix. La Gaule, qui était un endroit qui était très difficile à contrôler, est maintenant devenue une province romaine grâce à Jules César. Mais Jules n'avait pas vraiment l'intention de rester consul. Il voulait devenir empereur. Et il a presque réussi à le faire. Et entre autres, il y avait un autre consul, Pompée. Okay? Pas Pompéi la ville, mais Pompée, P-O-M-P-E, accent aigu, E. Et même les sénateurs qui soutenaient Pompée. Et je dis presque réussi parce qu'en 44 avant Jésus-Christ, pendant qu'il est encore consul,
Les autres personnes, les autres sénateurs, ont dit César il est trop ambitieux. Il veut trop devenir empereur. On ne peut pas laisser ça faire. Donc, ils ont décidé de tuer César. Et c'est son neveu à César qui va devenir le premier empereur des Romains. J'ai parlé de Pompée aussi, en disant que notre ami Pompée était un autre sénateur. Et oui, Pompée, c'est aussi un grand chef militaire. Il est comme César, mais au lieu d'aller en Gaule, lui, il a fait l'Espagne. Il a empêché Spartacus de se révolter, qui est un ancien esclave. Il a chassé les pirates en Méditerranée. Donc, c'était aussi un bon militaire par bateau. Il a eu beaucoup de victoires en Orient, donc dans toute la côté est de la Méditerranée. Son armée l'adore, parce qu'à chaque fois que l'armée, la façon que les Romains ont de payer leur armée, c'est d'aller se battre et de diviser les différentes choses qu'ils ont pu prendre des personnes qui étaient là avec l'armée. Et comme Pompée est très bon comme militaire, donc il a beaucoup de victoires, ses généraux, ses soldats ont aussi beaucoup d'argent avec ça. Après avoir été un allié de César, il est devenu son plus grand ennemi. Parce qu'ils ont vu qu'est-ce que c'est qui était arrivé, ils ont vu qu'est-ce que c'est que César voulait faire. Et le fait de la guerre entre les deux grands magistrats, ça a été la fin de la République. Donc, maintenant, quand on dit la fin de la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a maintenant un empereur qui est là. L'empereur a tous les pouvoirs. Ça redevient comme c'était avant, avec une personne qui décide de tout. C'est lui qui est chef de l'armée. Il nomme les fonctionnaires, donc les personnes qui travaillent pour lui, pour le gouvernement. C'est lui qui est le chef de la religion. Il va décider qui est au Sénat. Il se considère lui-même comme un des premiers du Sénat. Et maintenant, c'est le Sénat qui vote les lois. Ça, c'est plus les personnes, c'est plus les citoyens. L'empereur a donc tous les pouvoirs politiques. Il porte la couronne de laurier, pour dire qu'il est tout-puissant, la toge. Il y a une garde personnelle, qu'on appelle la garde prétorienne. Et j'ai fait mention un petit peu avant du fait que Jules César avait été tué par son neveu. Le nom de ce neveu-là, c'était son neveu et fils adoptif. Parce que César n'avait pas eu d'enfant, il a décidé d'adopter un enfant, son neveu. Le nom de la personne, c'est Octave. Donc Octave est devenu le premier empereur des Romains en 27 avant Jésus-Christ. Il a décidé de changer son nom. Au lieu de s'appeler Octave, il a décidé de s'appeler Auguste, qui veut dire le vénérable. Pas plein de lui-même, non? Et maintient formellement les institutions de la République. Ça veut dire qu'il dit tout ce que c'est qui se passe dans la République, là, je laisse ça comme ça. Je touche à rien de ça. La République va continuer à fonctionner de la même façon. Mais dans le fond, c'est pas vrai. Il a maintenu, il a gardé tout le pouvoir dans ses mains à lui, et c'est lui qui a décidé, qui décide de tout. En 14 après Jésus-Christ, Auguste, ou Octave, Auguste est mort. Et
il a été tellement influent, il a tellement influencé les personnes à Rome qu'il est devenu comme un véritable dieu pour les Romains. Et voilà, ça se trouve à être un peu comment la société romaine était organisée dans ce temps-là. À la prochaine!